Nous sommes en 2007, alors que le monde se tient prêt à n'en avoir strictement rien à foutre du centenaire de la fondation des écoles Montessori. Vous rigolez, vous, mais j'ai du boulot, hein. L'attention globale étant plutôt accaparée par un monsieur en col roulé, le genre de type capable de vous dire « Don't love your job, job your love ». Qui va dévoiler une avancée d'un nouveau modèle de technologie devenu aujourd'hui indispensable pour toute une tripotée de Pékin sur notre caillou bleu. Ah, 2007, c'est tant de choses, comme Disney qui veut faire un MMO Cars et sortir Spectrum sur la Nintendo DS. Deux projets qui, j'en suis certain, ne seront pas oubliés à l'avenir. Côté d'Hollywood, il y a une légère sous-intrigue qui s'est tranquillement mise en place. Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine Culture. Rien ne va plus dans l'industrie américaine du spectacle. Les machinistes de théâtre de Broadway ont déclenché la grève samedi, à l'instar des scénaristes de cinéma et de télévision d'Hollywood qui ont cessé le travail depuis lundi dernier. Pour les personnes qui suivaient l'actualité à l'époque, ça doit vous dire quelque chose. Ça va être un sacré bordel sur tout le paysage de la production hollywoodienne. C'est une grève historique. The ongoing Hollywood writers' strike has now stretched on for 100 days. Et pour vous dire, de plus grande ampleur que celle de 2023, qui doit, elle, plus vous parler. Vous savez, celle qui avait duré 3 mois, la première où les acteurs et les écrivains lancèrent un mouvement simultané par l'intermédiaire de la SAG-AFTRA, acronyme de la Screen Actors Guild, ainsi que de la American Federation of Television and Radio Artists. Dans le même temps, cette année-là, le pilote d'une série va faire l'objet d'un leak. Et les petits malins qui auront posé leurs yeux sur l'épisode en question auront des retours unanimes. Ils veulent la suite. Heureusement pour eux, la série avait déjà été retenue par ABC. Initiée par nul autre que Bryan Fuller, la diffusion s'apprête alors à débuter sur le petit écran. Et c'est une série qui... Quoi, vous savez pas qui c'est Bryan Fuller? C'est le poissard des poissards. Il a bossé sur quelques trucs, histoire d'occuper les mercredis matins. Il était coproducteur exécutif et scénariste à certaines étapes de la série Heroes. Il s'est occupé de la première saison d'American Gods. Et il est parti en saison 2, invoquant le bien urbain différent artistique. Oui, parce que quand je vous dis poissard, vous savez ce qu'ont en commun Heroes et American Gods? Ce sont des séries qui ont été annulées. Et c'est pas les seuls. Oui non, le bon Bryan, il collectionne plusieurs autres projets personnels, comme la série Wonderfall, annulée au bout de 13 épisodes, ou le pilote de Mockingbird Lane qui fut annulé, et la plus connue, Dead Like Me, où George, une femme qui est morte, tuée par la chute d'une toilette depuis une station spatiale, devenue une faucheuse, ce qui implique que lorsqu'elle touche des vivants, elle leur arrache leur âme, et dans la série, c'est nécessaire pour que la mort se passe bien, voilà tout ça. Un genre de destination finale inversée, où c'est la mort qui essaie de savoir comment les gens vont mourir. C'est cool, non? Bah c'est annulé également. Il reste que durant la production de Dead Like Me, une idée va émerger dans la tête de Bryan Fuller. Cette série devrait avoir un spin-off. Un peu cocasse pour un truc qui va être annulé finalement. Un contrepoint romantique qui devait prendre la forme d'un à-côté de la série d'origine deviendra un show avec sa propre identité connaissant son petit succès culte, Pushing Daisy. Now you see me. Voici les faits. Nous sommes au printemps 2007, la WGA, la Writer Guild of America, le syndicat qui représente les scénaristes de cinéma et aussi de télévision, pose sur la table des négociations son Pattern of Demand. C'est plutôt équivoque, mais il s'agit de la liste de revendications formulées par le syndicat au vu du bras de fer avec l'AMPTP pour l'Alliance of Motion Picture and Television Production, Disney, Warner Bros, Universal, Sony et encore à l'époque la Fox. Hail, brothers! Koronan Sileria Uzumahok. Donc oui, la plupart des grands studios, mais aussi des producteurs du tout Hollywood. Les revendications portaient sur les résidus, ou les royalties si vous préférez, perçus par les scénaristes liés aux nouveaux médias de l'époque. Internet majoritairement, mais également sur le droit des DVD, ainsi que la mise en place d'une juridiction sur les écrivains de la télé-réalité et de l'animation. Mais on y reviendra. I mean, obviously a strike is a nuclear attack on the business, and it's something that can't be done lightly. But I don't think anybody does anything in this business lightly anymore because it's too hard to make a living. Au même moment, Bryan Fuller et ses équipes sont tout juste sortis enthousiastes d'une quinzaine de jours de tournage pour mettre au jour le pilote de Pushing Daisies. Prenant place dans le comté de Papen, dans la ville de Cœur, le jeune Ned, campé par Lee Pace, découvre que lorsqu'il touche un cadavre, il le ramène à la vie. En grandissant, en parallèle d'une carrière de pâtissier,
il fera de ce don l'outil principal d'un hobby lucratif de détective privé, en compagnie de son camarade et associé Emerson Code, incarné par Chai McBride. Laissez-moi simplement vous dire combien je suis navré pour votre épouse et que oui, j'accepte les cartes de crédit. Une association qui prendra un tournant décisif lorsque Ned apprend que son amour d'enfance, Charlotte Charles, alias Chuck, porté par Anna Friel, est assassiné lors d'une croisière. Sans hésitation, le pâtissier et le détective se précipitent à l'enterrement de cette dernière. La tentation étant trop forte, Ned ne peut résister et ramène la jeune femme à la vie. Mais ce bouton pression de Lazare ne vient pas sans ses propres règles. Premier contact, la vie, à nouveau. Second toucher, la mort, et un retour au néant de manière définitive cette fois. Et deuxièmement, l'arithmétique de la vie et de la mort étant ce qu'elle est, intransigeante, si le revivant est tenu en vie plus de 60 secondes et pas une de plus, quelqu'un d'autre, à proximité, devra mourir. T'es mort. Ou pan, tu n'es pas vraiment morte, tu fais simplement semblant et tu brises le cœur des gens qui te croient morte. Ou pan, vous parlez trop, vous allez m'attendre dans la voiture. Dès lors, Chuck peut de nouveau profiter de la vie, mais à une condition cruelle. Elle et Ned ne pourraient jamais, au grand jamais, se toucher. Pas même une poignée de main, pas même un baiser, rien, nada. Alors, Charlotte Charles, alias Chuck, prend part à la résolution de son propre meurtre avant d'elle-même s'acoquiner à cette association de détectives privés en tant que troisième larron. Bon, Charlotte, dans l'idée, ça l'arrange. Elle est vivante, c'est au global mieux d'être vivant. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Ned, quant à lui, il l'aime, oui, mais il n'a pas fait de thérapie depuis leur enfance, visiblement, et il a surtout un passif plutôt lourd avec elle. Du genre, il est responsable de la mort de son père à elle. Je devrais tout lui dire. C'est une idée tellement bête et stupide qu'on se demande vraiment si tu as un cerveau. C'est ça, en gros, Pushing Daisy. Un conte romantico macabre, teinte Scooby-Doo, à l'esprit loufoque, paré d'une esthétique hors du temps, caractérisée par les années 50 et 60, habillé d'un savant mélange de Burton et Jeunet, quand ces deux noms voulaient encore caractériser quelque chose. L'ambiance, c'est le jeu Fallout, mais sans l'holocauste nucléaire, en gros. Et ainsi, les aventures du pâtissier et de la fille morte qui ne l'était plus se présentent comme un mystère de la semaine. La recette est simple. Un meurtre, un passage à la morgue, on ressuscite la victime, on lui demande qui l'a tué, on l'envoie de nouveau rejoindre son créateur, l'affaire est dans le sac, me diriez-vous? Tu poses une question, tu as la réponse. Merci pour la simplicité d'un « c'est ma femme qui m'a tué ». Alors, pas vraiment. Cet enfant de salaud était un foutu polygame. L'appellation Odonite reste là comme un papier peint, car le genre est extrêmement simplifié, histoire d'alléger la narration de l'épisode et d'être présent de manière plus homogène dans le ton de la série. Et l'utilisation de ce genre sert surtout à mettre en lumière un des moteurs de la série, la mort comme entreprise. Un quotidien qui est en scène dans chaque épisode, ce rapport décalé au fait de casser sa pipe, cette dernière étant au choix gagne-pain aux yeux d'Emerson Code, une équation pour Ned et un état révolu pour Chuck. Alors quand je dis décalé, je devrais plutôt dire inaccoutumé, insolite. Et puis, vous savez quoi, je vais vous laisser juge. Bon, ça devrait le faire, se dit tout le monde. La série va donc amorcer sa diffusion officielle le 3 octobre 2007, tandis que les tournages continuent. Et donc nos spectateurs, ils vont apprendre à découvrir avec la suite des épisodes la psyché de Ned. Personnage hanté par des regrets et remords en tout genre, mais hanté également de manière littérale, vu qu'il partage sa vie avec sa chérie pour laquelle il s'excuse de l'avoir ressuscité, et son chien également ramené à la vie. La solitude. C'est ce qui va forger le maillon qui va lier les protagonistes récurrents de la série. Au-delà du trio d'enquêteurs, on retrouve également Olive Snook, l'employé de Ned dans sa tarterie, incarnée par Christine Chenoweth, connue pour ses performances musicales à Broadway. Popular. You're gonna be popular. Et aujourd'hui surtout connue pour être une maga. Bad news every day and every night of my life. Mais elle n'est pas la seule actrice qui est connue pour pousser la chansonnette dans l'histoire. Car dans le duo incarnant les tantes de Chuck, il y a Ellen Greene. Et que ce soit Greene ou Chenoweth, elles ont toutes les deux participé à l'écriture de quelques passages chantés de la série, mettant à contribution leurs talents vocaux respectifs. Et toute cette galerie de personnages appuie sur le côté camp et quirky du show. Des relations gravitant autour de Chuck et Ned, reliées paradoxalement par leur isolement respectif, situations impliquées par la trajectoire de leurs passés respectifs,
soulevant un autre point névralgique accompagnant la série depuis le début, le prédéterminisme. Thème incarné par le narrateur comme un glas irrémédiable. 2 jours, 8 heures et 43 minutes avant sa mort, il s'était révélé être un pilleur de cadavres. Il nous accompagne à l'ouverture, pendant et souvent à la fin d'un épisode, à la manière d'un Lemony Snicket des orphelins Baudelaire. Omniscient sans doute, mais surtout chirurgicalement obsédé par la temporalité et le destin de chaque personnage, tour à tour questionnant ou appuyant le fatalisme. Et l'ironie, beaucoup l'ironie des situations et la fin de parcours des victimes des meurtres ou de nos protagonistes. Il avait 44 ans, 17 mois, 10 jours, 6 heures et 9 minutes, lorsqu'il se retrouva à proximité immédiate du pâtissier. L'identité de ce narrateur ne sera jamais vraiment établie, mais deviendra tacitement un enjeu de la série. Pas que l'on ait besoin, non, mais c'est facile de le voir comme celui étant responsable du don de résurrection du pâtissier. Il y a dans la première saison de Pushing Daisies la narration contenue d'un conte moderne, perdu dans le fantasme d'un passé non identifiable. Avec un budget plus conséquent, cela donne un sentiment d'une version plus étoffée de Dead Like Me. Enfin, plus étoffée, ce qui sur plein d'aspects techniques et de la narration restant malgré tout, comme je disais tout à l'heure, 2 séries explorant à leur façon la mort. Bon, bah c'est super tout ça. Alors, série culte, c'est génial, tout est bien qui finit bien, on peut passer à la suite. Ah oui non, la grève. Oh, hell no! Si ça a l'air d'être un super programme, ce que je vous raconte, c'est qu'en arrière-plan, au niveau des négociations entre la WGA et la MPTP, ça s'est comme qui dirait pas super bien passé. Voilà, sans transition cinéma, les auteurs scénaristes américains sont toujours en grève, une situation qui devient critique pour Hollywood, regardez. Depuis mai 2007, ça fait 6 ou 7 mois que les négociations n'aboutissent pas entre nos deux parties. Tout l'enjeu est de rétablir un accord qui fera foi dans les prochaines années à venir dans l'industrie. Et une des trop nombreuses gouttes qui fera déborder le vase, c'est que le deal précédent, fin octobre, il est arrivé à son terme. Donc on est au-delà d'un dossier juste urgent quoi. Par conséquent, quelques jours plus tard, alors que les équipes de Pushing Daisies sont à ce moment en plein tournage du 8e épisode, la nuit du 4 novembre, les forces en place s'organisent. Et ainsi, le 5 novembre 2007, la Cité des Anges rentre en grève. So this was the eve of the writer's strike, essentially. Oh, right. And so there was that kind of sad tone on the show because we didn't know what was going to happen or how long it was going to be. The writers were all about to be shipped off with our picket signs. It was like the next day or something that we were that it was going to happen. Well, this was like on a Friday, a Thursday Friday or night, Friday. because we were there pretty late, so it must have been a Friday night. And the strike was called the following Sunday. Alors oui, en introduction, je vous mentionnais la grève de 2023. Mais oh là là, c'est loin d'être la première du genre. Il y en a dès les années 1930-1940, celles qui ont marqué la naissance des syndicats, des métiers de créatifs en tant que tels, et leur reconnaissance par les studios, à une époque où faire partie d'un syndicat, c'était quelque chose aux USA. On a tendance à oublier ça. Il y a eu, dans les années 60, une grève assez longue, mais pas autant que celle de 1988, par exemple, qui a duré 153 jours. Et enfin, il y en a eu bien plus. Mais celle qui nous intéresse, cette grève de scénaristes de 2007, elle va embarquer tout le monde dans son sillage. Genre, vraiment. Et au niveau des scénaristes, on est même tenu d'y participer par le syndicat. Donc, petit retour sur les enjeux autour de tout ça. Our primary focus is internet and new media. We want to get a fair deal on that. We're not getting any kind of a deal at the moment, and we need to get part of that action. We're saying that when they make money, we make money. When you, the studios and the networks make money, we make money, and that's what we want to have happen here. Si la grève de 2023 tourne autour de thématiques qui nous sont plus contemporaines, à base d'intelligence artificielle, GAFAM et plateformes en tout genre, les enjeux de celle de 2007 se tournent sur les accords, sur les droits, sur les DVD, ce qui peut prêter à souffler du nez si vous n'êtes pas amateur de CD, mais à cette époque, ce sont encore des véritables enjeux économiques qui gravitent autour du support physique. Juste, par exemple, les scénaristes, à ce moment, ils touchent autant de recettes que le fabricant de la boîte en plastique du DVD. Autant vous dire que c'est pas vraiment suffisant pour payer le loyer. Vous avancez dans la négociation. C'est au point mort. Les studios ne veulent rien lâcher. Nos droits d'auteur sont exploités sur Internet, en DVD, sans qu'on puisse dire quoi que ce soit. Moyen chaud sur ce coup-là, la MPTP, vous imaginez, oui. Il y avait un intérêt certain à conserver beaucoup de flou dans la production des contenus issus des nouveaux médias, dont la juridiction n'avait pas eu l'attention des forces syndicales. C'est l'avant Breaking Bad ou Game of Thrones, qui eux marqueront le nouvel ère des séries télé,
tout est en train de se mettre en place. Exemple, la boîte au gros N rouge, à ce moment-là, s'apprête tout juste à entamer sa transformation d'ici 2009 à 2010, d'un prestataire de vente de DVD par correspondance au géant du streaming par abonnement, définissant le modèle que l'on subit encore actuellement. Mais il y avait déjà des scénaristes qui bossaient sur les formats web sans être réellement rémunérés, parce que c'était Internet, début 2000, un Eldorado bien identifié qu'on faisait mine de mépriser, alors qu'on avait bien saisi tous les enjeux autour. Et gardez ça au chaud parce que faire semblant d'être débile, c'est vraiment leur marque de fabrique. Par exemple, une des raisons qui mène à cette grève, c'est aussi qu'au centre des négociations, selon Michael Winship, dans le livre Hollywood on Strike, an Industry at War in the Internet Age, il raconte que pendant les échanges, un des arguments avancés par les studios concernant Internet, « Ah ben nous, n'avons pas vraiment de modèle économique pour ce genre de choses, hein ?» Alors attendez, pas de quoi? Plus c'est gros et mieux ça passe. Mais genre Hollywood aurait pas étudié la meilleure manière d'extraire la moindre dernière substantifique once de rentabilité d'un quelconque organisme existant dans sa partie du système solaire? Il mentait. Donc évidemment, en 2007, ici ou au 62e siècle, personne n'y croit. Ce à quoi, parce que rien ne les arrête, ils ont voulu temporiser en disant « Oui, faisons une étude de marché, puis on renégocie quand c'est terminé, d'accord ?» Sauf que cette fois, ils ne vont pas se laisser faire, les membres de la WGA. Oui, je dis cette fois, parce qu'ils se sont souvenus qu'ils avaient déjà essayé de leur faire le coup à plusieurs reprises. Le même argument massu, en tentant les mêmes solos de violon au début de l'arrivée du DVD, des cassettes vidéo et au tout début des chaînes câblées. Mais alors, par contre, cette grève, elle va pas du tout faire l'unanimité, loin de là. Parce que vous imaginez bien que si les scénaristes arrêtent de bosser, ça impacte évidemment tous les métiers du cinéma. Vous savez, le 28 novembre, on aura fini de tourner le 13e épisode et à moins que la grève prenne fin, ce qui m'étonnerait beaucoup, les gens vont être renvoyés. Ça va être très difficile pour toute l'équipe. La saison des fêtes approche et c'est triste pour tout le monde. Ceci dit, je me mets à la place des scénaristes parce que je pense que les problèmes qu'ils dénoncent sont très importants. La SAG, le syndicat des acteurs, de son côté, soutient l'initiative, mais il n'y a quand même pas de front commun sur le sujet. Côté DGA, le syndic des réalisateurs, ils ont adopté une position neutre durant les premiers instants pour finir par participer aux négociations aux côtés de la WGA, mais alors vraiment très tardivement, quoi. Pour les techniciens et artisans, membres de l'IATSE, c'est une autre paire de manches. Car pour la plupart, eux, ils sont carrément opposés à cette grève, étant donné que c'est eux qui trinquent le plus au niveau répercussions que l'arrêt des productions aura sur leur travail. Bah oui, vous êtes un petit technicien, c'est vraiment une situation qui vous met relativement, disons, dans la merde en fait. Les techniciens soutiennent-ils la grève? Non. Enfin, disons qu'on ne pose pas la question sous cet angle. En tant que syndiqués, nous nous devons de soutenir les autres syndicats. Nous acceptons la situation telle qu'elle est. Nous comprenons bien certaines de leurs revendications. D'autres nous échappent, mais bon. Et le piquet de grève a duré 100 jours. Coûtant entre 2,5 et 3 milliards de dollars à l'économie de Los Angeles, soit l'argent du goûter de Jeff Bezos. Et c'est terminé le 12 février 2008 après un accord avec la MPTP. Bon, c'est pas la panacée non plus, et beaucoup de membres de la WGA le souligneront néanmoins, la mise en place de l'accord présageait de meilleurs lendemains. L'avion risque de s'écraser sur la Tour Eiffel. Waouh, la vache. Ah, ça a de la gueule, ça, hein. Mais tu viens d'où, toi? Moi, je suis scénariste à 24 heures chrono, mais comme on est en grève en ce moment, je fais des extras. Bon, aujourd'hui, je vais faire l'histoire de la banlieue, hein. Mais écris-moi ton truc d'avion pris en otage pour demain. Puis passe un coup de fil à celui qui m'avait écrit Human Bomb à Neuilly, là, il va t'aider. Alors, à la fin, c'est moi qui neutralise le preneur d'otage, hein. À ce moment, le bon Brian, alors, avec sa team, ils ont eu le temps de tourner leur 9e épisode, puis plier leur quille pour la première saison. Yes! Mais ça va leur coûter parce qu'ensuite, Pushing Daisy va disparaître durant 10 mois, faute de retour de la chaîne ABC. Ce qui n'arrange pas les affaires de Fuller, comme je vous l'ai dit précédemment, impacté par l'annulation de Dead Like Me, parce que oui, là, le show est d'autant plus atypique, il aura déjà dû d'ordinaire jouer des coudes face à la concurrence pour se faire une audience, fidèle au rendez-vous. On visait déjà une niche, et c'est pas 9 maigres épisodes qui vont aider à se démarquer. Bon, dans l'histoire, tout le monde a dû s'adapter. C'est pas que Pushing Daisy qui s'est retrouvé impacté. Bien sûr, ça a permis d'ailleurs la création de programmes sur le web pendant ce laps de temps. Me, yes, Captain Hammer's here, hair blowing in the breeze. The day needs my saving expertise. Aujourd'hui, c'est genre complètement anodin, mais à l'époque, c'était vraiment parmi les premières tentatives de grosses productions web. Surtout que les studios de leur côté, conscients qu'ils vont camper leur position, ils avaient préparé leurs arrières déjà en septembre 2007. Des chaînes comme ABC et NBC ont passé plusieurs commandes de séries des mois avant leur période habituelle. Et ils en ont même profité pour relancer les productions, des téléréalités, des télécrochets demandant moins de travail de scénaristes.
Eh oui. L'argent des enfants aveugles? J'imagine que je pourrais payer mes factures avec le sourire des enfants aveugles, mais ça devrait être plus facile avec leur argent. Tout cela pour avoir des scénarios prêts en avance, anticipant ainsi l'échec des négociations. On pourrait croire que l'aventure s'arrête ici pour Pushing Daisies. Et pourtant, à la surprise générale, ABC commande une seconde saison. Eh ben, c'est super! C'est reparti. Tout le monde se remet au travail, tout ça pour que lors du tournage des 3 derniers épisodes, eh ben, ils suspendent la diffusion pendant 5 autres mois. Je n'arbore pas mes sentiments comme une broche en diamant, mais si c'était le cas, ma tristesse brillerait d'un éclat quasiment insoutenable. Sachant qu'en plus, en arrière-plan, la production elle était de nouveau à l'arrêt également. Donc les fans, autant que les créatifs, étaient dans le flou et se regardaient dans le blanc des yeux. Ce qui n'a également pas aidé à faire grandir l'audience de la série, vous vous en doutez bien. Bon, ABC a donné son feu vert pour la diffusion des 3 derniers épisodes de la saison finalement, tout en annonçant de concert l'annulation du show. Same shit, different day. Bryan Fuller, sachant cela, il a pu mettre en place un semblant de conclusion pour le dernier épisode. Parce que oui, c'est quand même bricolé avec 3 bouts de ficelle ce happy ending improvisé, et il appelle pas vraiment une véritable fin à l'histoire. À ceci près que cette fin aura le mérite de boucler certains arcs narratifs et contribuera au fait que la série acquiert ce côté culte qu'il apporte encore aujourd'hui. Déjà parce que c'est habité par de véritables envies de cinéma, pour une série télé qui commence à accuser de son âge, permettant ainsi à Fuller de regonfler son estime auprès de ses pairs pour aller sur des projets suivants. Vous imaginez bien qu'ils ne seront pas sans galère. Mais surtout, derrière, il va pas rien faire, genre juste Hannibal en 2013, avec Mads Mikkelsen, et ils se sont tellement kiffés tous les deux que cela fera émerger une seconde collaboration, le film Dust Bunny, diffusé au Festival TIFF en novembre 2025, qui va arriver un jour, mais non, en fait, il va surtout finir en VOD parce que c'est Bryan Fuller. Et pour revenir pour l'aparté Hannibal, cette série finit de souligner définitivement, si c'était encore nécessaire, que le mec fait une fixation sur la mort, et que je pense que je vous apprends rien avec ça. Mais justement, je vous ai dit que Pushing Daisies était habité par les précédents travaux de son créateur et showrunner. Si, contrairement à George de Dead Like Me, notre pâtissier possède lui un libre arbitre et n'a pas de quête mystique imposée par personne d'autre que lui et ses propres traumas et défis de la notion de déterminisme, Ned et Hannibal incarnent chacun un reflet déformé d'un esthète qui peut faire le choix de s'approprier les autres, un être capable de mettre l'empathie de côté ou tout simplement de ne pas en avoir quand l'autre est tout simplement incapable de s'en dissocier ou de ne pas en faire preuve. Mais là-dessus, on peut surenchérir sur l'amour impossible de Ned envers Chuck, qui sont mutuellement dans l'incapacité de se toucher physiquement, et la jalousie du pâtissier dès que Chuck entretient une complicité avec un quelconque autre être humain. Il n'arrive tout simplement plus à communiquer avec elle. Eh bien Will et Hannibal, c'est un peu la même chose. Ils sont dans l'incapacité de s'atteindre, tant l'autre fascine, car il incarne une domestication du réel. 2 perfectionnistes du contrôle, jusqu'à ce qu'arrive dans leur vie une entropie incarnée, avec Chuck en parfait trope de la manie Pixie Dream Girl. Ce lien avec le morbide dans l'œuvre de Fuller, c'est quelque chose de cathartique. Cette fascination que l'on peut parfois effleurer quand on se retrouve à rigoler devant une mise à mort esthétisée, brutale, bien tachée de ketchup, elle nous est interdite par nos codes sociaux et nos barrières morales. Oui, certes, sinon je suis bien content qu'un écran nous sépare en fait. Enfin, tout cela renvoie à cette présence constante, ce fait irrémédiable que la mort, peu importe sa forme, est incarnée partout autour de nous. Qu'on la confonde par nos actes, l'incarnant nous-mêmes, par le lien que l'on y entretient, que l'on en ait peur ou non, ces représentations, de la place qu'on lui donne au sein de nos vies, car qu'on le veuille ou non, elle en fait pleinement partie. Vous savez ce qui est beau dans la constance, c'est que Hannibal sera aussi annulé et devra conclure à sa 3e saison. Espèce de sale. Eh bien, je n'avais jamais entendu ces mots-là dans ta bouche. Bryan Fuller, il a soutenu la grève des scénaristes parce qu'il a une colonne vertébrale en fait, même si ce mouvement social va lui coûter ce show. Et ces négociations avec au centre du cyclone, entre autres Internet, malgré des accords obtenus, la SAG et la WGA savent que c'est juste un arrêt au stand finalement, parce que personne n'est dupe. S'ils ont réussi à avoir une maigre victoire, les acteurs savent bien qu'en arrière-plan, les classiques rediffusions sur les chaînes commencent à muter gentiment vers les plateformes en ligne déjà en place à l'époque, brassant déjà des sommes bien aberrantes sans être intégrées aux négociations. Et après tout le parcours que l'on vient d'évoquer, vous savez qui n'a jamais abandonné? Les fans. Parce que ça abandonne jamais ces choses-là. Ça fait des années que la communauté de Pushing Daisies est sur les dents à la recherche d'un retour de la série.
entre rumeurs et on-dit, une pétition avait même été faite où les fans envoyaient des graines de pâquerettes dans les enveloppes à la chaîne ABC, qui ont dû se faire un joli parterre de fleurs au siège, mais pour le reste, rien de concret. Il y a bien eu un comics prenant la suite d'intrigue de la seconde saison en retraçant une sorte d'apocalypse zombie, mais bon, j'ai pas vraiment été emballé, alors j'ai pas lu ce truc. Et là, vous pourriez me dire que bon, on en fait tout un foin et que la série, elle a été annulée parce qu'elle était pas terrible en finalité. Oui, mais non, parce que la série, elle a pris 2 Emmy et c'était quand même un truc acclamé. Celui de la meilleure actrice dans un second rôle par Kristin Chenoweth et celui de la meilleure réalisation pour le pilote de cette dernière. Et c'est précisément pour ça que son annulation est intrinsèquement liée à cette grève. Et pas que ce soit la grève le problème, au contraire. C'est qu'on n'annule pas un programme parce qu'il est mauvais, et généralement c'est souvent des petits projets forts de propositions qui trinquent. Et oui, c'est toujours une histoire de gros sous, de circonstances, et ici par des choix désastreux d'ABC. Mais aujourd'hui, la série est peut-être à nouveau en passe de ressusciter, pour un retour sur les écrans, et reste qu'au moment où j'écris ces lignes, Bryan Fuller a pris la parole à 2 reprises, annonçant un retour du show, une suite à la saison 3 tant rêvée, soit. Bon, bah, j'espère qu'il a de l'ambition, de genre Genndy Tartakovsky et son retour de Samurai Jack avec sa 5e saison. Quoi, un truc solide qui profite de l'ellipse que lui a donné la réalité de son retour et de ses conditions de production, pour ruer un peu dans les brancards et proposer du neuf. Enfin, je dis ça, mais peut-être que ça tombera à l'eau et qu'on n'en verra jamais la couleur. Alors oui, des rumeurs de retour de la série, là, il y en a eu des bruits de couloir. Mais dans une époque de lissage et d'écrémage culturel où tout commence à appartenir à 3 ou 4 colosses qui ont bien envie de se retirer quelques cailloux de la chaussure, et surtout de ne pas laisser de liberté à des équipes créatives en leur mettant la main au collet sur des productions à moyen budget, on ne sait pas trop en fait. Et par exemple, je vous rappelle que de l'autre côté, on a une suite de Buffy qui a été tuée dans l'œuf parce que jugée trop petit par les exécutifs de Mickey. Mais bon allez, un peu d'audace avec tout ça, j'espère qu'on mangera pas déjà les pissenlits par la racine avant d'en voir la couleur. À cet instant, dans la ville de Cœur, il se produisit des événements qui ne sont, ne furent et ne devront jamais être considérés comme une fin. Car les fins, c'est bien connu, sont les lieux de nos commencements. Well done.